Il y a quelques années, moi et ma petite amie, maintenant devenue ma femme, vendions quelques-unes de nos vieilles affaires. Après avoir déménagé dans un autre appartement, l'un de ces objets était notre vieille télé. Nous avions mis une annonce sur eBay et une autre sur ce truc de marketplace Facebook qui était un peu nouveau à l'époque. Nous avons décidé d'attendre et de voir quel genre d'offre nous allions recevoir. Ma femme était presque sûre d'avoir trouvé un acheteur assez décent qui viendrait chercher lui-même la télé à l'appartement, ce qui était plutôt pratique. Mais j'ai reçu un message de quelqu'un qui, même s'il ne pouvait pas payer le prix demandé, nous a fait une offre que nous ne pouvions pas refuser. Il s'agissait d'un homme âgé qui semblait vivre seul avec son chien et dont la télévision s'était récemment cassée et il ne pouvait pas se permettre d'en acheter une nouvelle. Il a dit qu'il pourrait payer environ 70% du prix qu'on voulait et qu'il nous rembourserait le reste en service de plomberie si jamais nous en avions besoin. J'ai fini par avoir une longue discussion touchante avec ce type. Il me rappelait un vieil oncle à moi et je l'ai tout de suite apprécié. Il venait de passer par des moments difficiles et ce n'était pas de sa faute. Si quelqu'un méritait un peu de gentillesse, c'était bien lui. Après une brève discussion avec ma femme, nous avons décidé d'aller déposer la télé directement chez lui gratuitement. Cependant, nous savions aussi qu'il n'y avait aucune chance que ce type accepte notre charité d'emblée, ou du moins très peu de chances que cela arrive de toute façon, vu comme il était gentil. Après avoir insisté, il a accepté. Par contre, il nous a poliment demandé d'attendre 3 semaines avant de la déposer chez lui, puisqu'il lui avait fallu un peu de temps pour réunir tout l'argent, mais en soi, cela ne nous posait pas de problème, nous étions contents de lui rendre service. On a pris note de son adresse et de tout le reste, et on s'est promis de se tenir au courant d'ici quelques semaines. Les jours passent, et ma compagne et moi décidons de lui ramener la télévision chez lui un samedi matin. Avant de partir, nous appelons l'homme pour le prévenir que nous arrivons, mais il ne répond pas. Nous essayons 1, 2, 3 fois, mais il ne répond toujours pas. Cela peut sembler égoïste, mais la télévision était emballée et elle prenait de la place chez nous. Alors même s'il ne nous donnait aucun retour, nous avons décidé d'y aller quand même et de laisser peut-être la télévision à un de ses voisins. D'un côté, ça nous arrangeait aussi. Il m'a paru si gentil qu'avec ma femme, nous voulions lui offrir la télé. Nous n'aurions pas à passer par toute la gêne potentielle de refuser de prendre l'argent. Quoi qu'il en soit, nous nous rendons à l'adresse de cet homme en gardant la télévision dans la voiture. Moi, je sors, je monte l'allée et je frappe à la porte. Personne ne répond. À ce moment, je me penche en arrière et je regarde par la fenêtre de sa chambre. Vous savez, pour vérifier s'il y a des lumières allumées ou autre chose. Puis en regardant, je vois toutes ces petites taches noires sur les stores et sur le rebord de la fenêtre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? En pensant que ça pourrait être des morceaux de saleté ou quelque chose comme ça. Puis l'un des petits morceaux se met à bouger, de cette façon très rapide et fulgurante que font les insectes. Et c'est là que j'ai réalisé. Toutes ces taches étaient en fait des mouches, de très grosses mouches qui étaient regroupées sur la fenêtre. What the fuck ? Mais c'est quoi ça ? C'est la première réaction qui m'est venue. Je n'ai pas compris tout de suite puisqu'elles étaient regroupées et formées comme des taches. Ce n'est pas comme voir une mouche toute seule. Là, elles étaient si nombreuses que mon cerveau n'arrivait pas à calculer ce que mes yeux voyaient. J'ai alors tout de suite compris ce qui n'allait pas et j'ai eu un horrible sentiment qui m'a envahi. Il y en avait tellement que j'ai pensé que quelque chose devait être mort dans cet appartement. Et dans ce cas-là, quelqu'un était mort, de façon horrible. Et en effet, c'était le vieil homme avec lequel nous nous étions attachés tout au long de la saga du débarras de notre vieille télé. Toute l'affaire a été horrible. C'est nous qui avons appelé la police et aussi les pompiers qui ont défoncé la porte de son appartement. Une fois la porte ouverte, une forte odeur a commencé à se répandre dans la rue. C'était la chose la plus horrible que j'ai jamais vécue. Je sais que ce type n'était pas exactement mon meilleur ami, mais j'ai l'impression que même si nous n'avons échangé que quelques messages, nous avions appris à le connaître. C'était un bon vivant, indépendant. Je suis presque sûre aussi qu'il était vétéran. Ces grosses mouches charognardes qui étaient si grosses et engorgées, je n'ai même pas tout de suite reconnu que c'était des mouches, tellement elles étaient énormes.
elle s'était reproduite et nourrie de la chair pourrie du même gars avec qui j'avais eu un coup de cœur quelques semaines auparavant. C'est juste effrayant pour moi d'imaginer comment est la mort. Ouais, la perspective de ce qui nous arrive quand on meurt est assez intimidante, mais c'est comment la mort soudaine et apparemment aléatoire peut être avec tous ces petits détails sinistres. Par exemple, je n'ai pas pu me débarrasser de l'image de ces mouches sur la fenêtre, comme si elles étaient son fantôme ou je ne sais quoi. Peut-être qu'on laisse un petit quelque chose de nous-mêmes derrière nous quand on meurt. Mais moi j'ai cette image des mouches, qui était une chose très, très laide. Il y a quelque temps, j'ai vu une annonce sur le marketplace de Facebook où une femme prétendait donner des gerbilles gratuites. Apparemment, son mâle et sa femelle avaient donné naissance à une grosse portée, et comme il y en avait beaucoup trop pour elle, elle cherchait des personnes à qui les donner. Il faut savoir que chez cet animal, la mère mange les bébés si elle pense ne pas pouvoir s'en occuper. Comme je le savais bien, j'ai pris contact avec la dame pour sauver les bébés. La femme s'est avérée être une veuve qui avait initialement acheté les gerbilles pour lui tenir compagnie. Je me suis dit qu'il était assez inhabituel qu'elle ne se soit pas acheté un chat ou un chien si elle se sentait seule, mais bon, chacun son truc, n'est-ce pas? Je ne suis pas du genre à juger. En plus, elle avait l'air vraiment gentille quand je l'ai eue au téléphone pour convenir d'un rendez-vous. J'ai préparé une cage avec de la paille pour ramener les gerbilles à la maison et mon père et moi sommes allés chez elle. Arrivés devant sa porte, on a eu un mauvais pressentiment. D'abord, elle n'a pas répondu tout de suite quand nous avons toqué. Puis lorsqu'elle a finalement ouvert la porte, nous avons découvert une vieille dame dans un état lamentable. Un de ses yeux était gonflé et plein de sang, et elle avait une espèce de substance jaune très dégoûtante qui s'accumulait dans le coin de son œil. Mon père et moi sommes restés polis et on a fait comme si de rien n'était. On ne voulait pas la contrarier ou l'offenser, elle était sûrement très malade et elle le savait. Mais lorsqu'elle nous a invités à entrer, nous avons compris comment elle était tombée malade. Sa petite maison empestait. C'était comme la pire odeur que j'avais jamais sentie. Il y avait des gerbilles de partout, mais je dis bien partout. Et tout comme leur propriétaire, elles n'étaient pas en bonne santé. Rien qu'avec les gerbilles qui se baladaient dans la cuisine, je pouvais voir que beaucoup d'entre elles n'avaient plus de fourrure par endroits. Certaines avaient des excroissances qui devaient sûrement être douloureuses autour de leurs pattes ou de leur dos. Puis lorsqu'elle nous a invités dans son salon pour prendre une tasse de thé, nous avons constaté que c'était encore pire à l'intérieur. Mon père et moi, on s'est regardés et on s'est tout de suite compris sans rien dire. On a dû inventer une excuse pour ne pas rester longtemps. J'avais l'impression que j'étais en train de tomber malade. C'était infect. Il y avait des excréments de partout, dans chaque petit coin et sous les plinthes. Il n'était absolument pas étonnant qu'elle soit tombée malade, cette dame. Puis là, derrière un rideau, j'ai aperçu un vrai petit squelette de rongeur. Je suis directement passée en mode improvisation pour nous sortir de là, mon père et moi. Je lui ai demandé de me rappeler ce que nous devions acheter au magasin après. Il a tout de suite compris et est rentré dans mon jeu. Il a dit « Ah mais oui, nous ne pouvons pas ramener les gerbilles à la maison sans cet objet. Ah désolé, on ne pourra pas prendre les gerbilles maintenant, on va devoir repasser dans quelques jours. » On est vite sortis et je me souviens qu'on était tous les deux assis dans la voiture sous le choc de ce que nous venions de voir. Elle n'avait manifestement personne qui venait la voir et quiconque pensait que c'était normal de garder une maison comme cela devait vraiment perdre la tête. Je n'ai pas l'habitude de mentir et de faire ce que j'ai fait. Je me suis sentie mal d'avoir fait ça. Alors j'ai appelé la SPA pour qu'au moins les animaux soient sauvés. On m'a dit au téléphone qu'ils allaient enquêter et qu'ils me tiendraient au courant de ce qu'ils allaient faire. Et finalement, ils nous ont recontactés en nous remerciant de les avoir prévenus. Non seulement la dame au gerbier était désormais en contact avec une organisation caritative locale qui l'aiderait, mais sa maison était considérablement plus propre et plus sûre après qu'ils aient éliminé près de 100 gerbilles de son logement. Ils ont dit que la situation était si catastrophique que la seule chose qui empêchait l'infestation de se propager étaient les chats du voisinage. Je me souviens avoir vu traîner un tas d'animaux devant chez elle. Je pensais que c'était juste parce qu'elle était l'amie des animaux du quartier et qu'elle leur donnait régulièrement à manger.
Elle pensait faire une bonne action, mais au final, ça faisait plus de mal qu'autre chose. Le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'en se tenant devant chez elle, on n'aurait jamais imaginé le spectacle d'horreur qui nous attendait à l'intérieur. Et tout cela me rappelle que nous ne savons pas vraiment ce qui se passe derrière les portes fermées, même celles qui nous sont les plus proches. Derrière cette façade de normalité, nous n'avons aucune idée de ce que font nos amis et nos voisins. Mon père était guitariste. C'était la seule compétence qu'il avait, mais je suppose que ça lui convenait parce que la musique c'était toute sa vie. Il gagnait sa vie en jouant dans divers groupes, dans tout Kalamazoo, et à ce jour je n'ai jamais vu un homme jouer du bluegrass comme mon père. Excusez mon langage, mais mon père a grandi dans le Kentucky, et il a apporté tout le sud avec lui quand ma mère et lui ont emménagé ici. J'étais dans le métal et tout ça. Enfant, il allait à Détroit pour voir les concerts de Cannibal Corpse, mais c'est mon père qui m'a donné l'amour du bluegrass. Comme vous pouvez l'imaginer, être musicien toute sa vie signifie que mon père a travaillé des périodes assez difficiles financièrement. Et à un moment donné, il a semblé que nous pourrions perdre la maison. Nous économisions chaque centime. Ma mère faisait 2 quarts de travail et mon père a même trouvé un emploi à temps partiel comme barman. Mais ce n'était pas suffisant. La guitare préférée de mon père était une vieille Martin qui semblait aussi vieille que les collines. Comme les steaks et le whisky, les guitares acoustiques sont toujours meilleures quand on les vieillit. Pour ainsi dire, une sorte de caractère ou d'âme s'installe dans le corps, quelque chose qui donne au son une richesse. C'est difficile à décrire, mais la Martin de mon père l'avait à revendre. Je n'ai jamais entendu une guitare produire un son aussi doux que cette vieille Martin. Et il l'adorait. Mais le truc, c'est que rien d'autre n'atteignait un aussi bon prix que cette guitare. Et même si ça lui brisait le cœur de le faire, c'était soit vendre la guitare, soit mettre sa famille en danger. Alors, mon père étant mon père, il a vendu la Martin Casino pour 5 000 $. Après ça, les choses ont commencé à s'améliorer. On a réussi à garder la maison. Papa a recommencé à faire des concerts. Maman a eu une promotion au travail. Ça a pris 2 ans avant qu'on soit de nouveau sur pied, mais on a réussi. C'est à cette époque que papa a commencé à avoir des maux de tête, qu'on a mis sur le compte du stress. Il se démenait pour essayer de mettre la nourriture sur la table. Il n'était donc pas étonnant qu'il commence à en ressentir les effets. Puis les maux de tête ont tellement empiré qu'il a finalement accepté d'aller voir un médecin. Puis au moment où nous en avions le moins besoin, au moment où les choses s'amélioraient pour la famille, boum, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Une tumeur agressive en plus. Le médecin lui a donné 2 mois pour mettre ses affaires en ordre, et après sa mort, il m'a beaucoup manqué. Tellement que j'ai commencé à harceler ma mère pour savoir à qui il avait vendu sa vieille Martin. J'avais l'impression que récupérer la guitare me ramènerait un peu de mon père, mais à ma grande déception, ma mère n'avait aucune idée de l'identité de celui à qui il l'avait vendu. Ça faisait des années, et ce n'était pas comme si papa gardait beaucoup de traces. C'était nul, mais finalement, je me suis résignée à ne plus jamais le revoir. Et je suppose que cela faisait partie du processus de deuil pour moi. Des années plus tard, je vis à Détroit et j'essaie de lancer ma propre carrière musicale. Moi et quelques amis sommes sortis boire un verre, en trébuchant depuis un dive bar, quand nous avons rencontré cette femme qui prétendait être une voyante. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une vieille serveuse de bar qui avait trouvé un moyen original de se faire payer un verre ou 2, en vous chatouillant la pomme de la main et en vous disant que vous alliez devenir riche. Mais cette dame n'était pas une arnaqueuse. Elle semblait croire sincèrement qu'elle pouvait lire en nous. Comme elle l'a dit, elle a commencé à dire à mon ami qu'il allait faire du mal à beaucoup de gens, puis qu'il ne pourrait jamais le pardonner. Nous avons juste fait une sorte de blague de tout ça. Ce gars était une mauviette, la dernière personne à être violente ou autre. Puis, pour que la blague continue, je lui ai demandé de me lire à sa place. Elle me regarde de haut en bas, semble étudier attentivement la naissance de mes cheveux pendant un moment et dit « Ce que vous cherchez est dans votre poche. » Les seules choses que j'avais sur moi étaient mes clés, mon téléphone et un paquet de cigarettes. C'est tout. Et la seule chose que je cherchais à leur sujet, c'était un briquet. Et je n'en avais certainement pas dans ma poche. Le lendemain matin, j'avais une gueule de bois si terrible qu'elle aurait pu tuer un petit enfant. Je suis restée allongée dans mon lit pendant 1 heure, à faire défiler les réseaux sociaux sur mon téléphone et à regarder les photos de la veille en essayant de ne pas vomir. Puis, alors que je faisais défiler, j'ai vu le petit onglet pour Facebook Marketplace et j'ai pensé « Ah, je vais vérifier ». Puis lorsque je commence à parcourir les instruments de musique à vendre, il ne me faut qu'1 minute avant de tomber sur quelque chose qui me fait presque sortir du lit. Un type vendait une guitare. C'était exactement la même marque et le même modèle que la vieille préférée de mon père. Je suis allongée là, regardant toutes les photos, remarquant toutes les petites bosses et les détails qui crient « Je suis la guitare de ton père ». Et puis je vois l'étui. Je le jure devant Dieu, ma tête a commencé à tourner. Quoi qu'il en soit, le type la vendait bien plus cher que ce que je pouvais me permettre. Mais il n'a pas fallu beaucoup de temps pour le convaincre d'arranger une sorte de plan de paiement avec lui, étant donné qu'elle avait une valeur sentimentale énorme.
En le récupérant, c'était comme si le fantôme de papa flottait dans la pièce où on le jouait. Et ma mère a fondu en larmes la première fois que je lui ai joué un de ses vieux airs sur sa vieille Martine. Mais en quoi tout cela est-il effrayant, je vous entends probablement demander. Toute cette histoire de voyante n'est qu'une pure coïncidence. Et d'ailleurs, elle n'avait pas de raison de toute façon, puisque votre ami ne s'est pas avéré être un tueur en série, non ? Eh bien, oui et non. Mais c'est cette partie qui fait que les prédictions de cette vieille folle semblent si horriblement prophétiques. Au moment même où je retrouve ma guitare, mon compagnon de beuverie a eu un petit accident au travail. Rien de grave, mais il a eu besoin qu'on lui prescrive des analgésiques pour qu'il puisse retourner au travail, avant que sa compensation ne soit épuisée. Il n'a jamais été tout à fait le même après l'accident, mais nous avons pensé que c'était dû à la douleur et au fait d'être sans travail pendant si longtemps. Au cours des 6 ou 7 mois qui ont suivi, il a commencé à perdre du poids, à prendre des jours de congé au hasard, à disparaître le week-end. De l'argent a commencé à disparaître de son compte bancaire et de celui de sa femme. Puis, les bijoux et l'électronique ont commencé à disparaître aussi. Nous aurions dû savoir ce qu'il se passait, mais en même temps je n'aurais jamais imaginé que ce type avait ce genre de personnalité, et il a fallu que sa femme l'attrape pour que nous réalisions qu'il était accro aux opiacés. Au cours des années suivantes, mon pote a réalisé la prophétie de la folle en faisant du tort et en repoussant presque toutes les personnes importantes de sa vie. Je l'ai laissé rester sur mon canapé pendant quelques jours après que sa femme l'ait finalement mise à la porte pour avoir vidé leur compte épargne. Mais après qu'il m'ait aussi volé, j'ai dû lui montrer la porte comme tout le monde. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il vivait avec sa nouvelle copine junkie quelque part à Chicago. Quelques mois plus tard, son ex-femme m'a dit qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Le flic dit que sa copine avait fait une overdose et qu'il l'avait jetée devant l'hôpital. Elle était morte juste là, sur le trottoir. Quand cette folle m'a dit que ce que je cherchais était dans ma poche, elle n'aurait jamais pu savoir pour la vieille guitare Martine de mon père. Et elle n'aurait jamais pu prévoir que j'utiliserais Facebook pour la trouver. Elle s'est un peu trompée sur mes poches cette nuit-là, mais elle avait aussi un peu raison. Pour ce qui est de ce qu'elle dit sur mon pote, elle avait tout à fait raison. Je suppose qu'elle avait tort parce que je ne le voyais pas faire exprès de blesser quelqu'un. C'était juste un mec trop gentil. Je faisais une fixation sur la violence physique délibérée pour réaliser qu'il jouait ses prédictions à la lettre. Je ne croyais pas au paranormal, je ne crois pas aux médiums ou aux fantômes. Je ne suis même pas religieux, mais cette nuit où nous avons bu, une vieille dame folle nous a prédit notre avenir, et que je veuille le croire ou non, ces prédictions se sont réalisées. Pendant quelques années, j'ai essayé de faire du ramassage dans ma région pour gagner ma vie. Et étonnamment, je me suis bien débrouillée. La ferraille était abondante dans ma ville. Et les gens me proposaient même de me payer pour enlever leurs appareils cassés, comme les machines à laver et les fours, que j'emmenais ensuite à la ferraille pour me faire un peu d'argent. Aujourd'hui, une grande partie de mes contacts proviennent des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook Marketplace et la plupart du temps, tout se passait bien. Mais de temps en temps, je recevais une proposition louche à laquelle je devais réfléchir à 2 fois. Je n'oublierai jamais la fois où l'on m'a envoyé un message sur Facebook pour récupérer une tondeuse à gazon en panne et un abri de jardin démoli dans une propriété située à environ 1 heure de chez moi. C'était en septembre 2017 et d'habitude, je ne ramassais pas de déchets après la tombée de la nuit parce que la décharge était généralement fermée à ce moment-là. Mais il semblait que ce type avait beaucoup de choses à me proposer à ramasser. Et il a prétendu ne pouvoir me rencontrer qu'après son retour du travail vers 18h. Alors je me suis dit, pourquoi pas ? Que peut-il arriver ? Le jour où je devais le rencontrer est arrivé et je lui ai envoyé un message pour confirmer que tout était toujours bon. Et une fois que j'ai eu le feu vert, j'ai sauté dans la camionnette et je me suis mis en route vers la maison de l'homme. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Le trajet n'a duré qu'environ 45 minutes. Mais lorsque j'ai pris la petite route à une voie où vivait l'homme, le soleil s'était déjà couché. La route était entourée de bois épais de chaque côté et il s'est avéré que la maison de l'homme était la seule sur toute la route. Après avoir roulé un peu sur la route à une voie, j'ai aperçu une boîte aux lettres cabossée qui portait le numéro 43, ce qui m'a fait savoir que j'avais atteint ma destination. Je me suis lentement garée dans l'allée et la première chose que j'ai remarquée, c'est le jardin totalement envahi par la végétation. À voir ça, la tondeuse à gazon devait être en panne depuis un certain temps. En me rapprochant de la maison, j'ai vu à la faible lumière qui brillait à travers la fenêtre que le propriétaire était à la maison. J'ai garé mon camion et avant de pouvoir prendre mon téléphone pour envoyer un message à l'homme, j'ai vu quelqu'un sortir par la porte d'entrée. Il ressemblait à l'homme que j'étais venue voir. J'ai fermé ma camionnette et je suis descendue. Dès que mon pied a touché la chaussée, j'ai littéralement paniqué lorsque j'ai entendu aboyer ce qui semblait être un très gros chien. L'homme a descendu les escaliers et a affirmé que je n'avais pas à m'inquiéter et que le chien était à l'intérieur. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de tressaillir à chaque pas que je faisais, me demandant si je me ferais agresser. Je me suis efforcée de suivre l'homme.
tout en commençant à rassembler toute la ferraille qu'il avait pour moi. Mais à mi-chemin, de mes allers-retours sur le terrain à mon camion, j'ai eu l'impression d'entendre un enfant qui criait sous le bruit des aboiements. J'ai essayé de rester calme pendant que je disais au revoir à l'homme. Et dès que j'ai pris la route, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma femme pour lui dire ce qui venait de se passer. Elle était préoccupée de ce que j'avais entendu et m'a dit que je devais appeler la police. Et je suis heureux de l'avoir fait. J'ai informé l'officier que j'avais entendu un enfant qui pleurait et ce qui semblait être un animal agressif à l'intérieur d'une maison délabrée. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un petit enfant qui n'était pas au propriétaire. Il s'agissait d'un enfant disparu à 2 états d'ici depuis plus de 3 semaines. À ce moment-là, il n'y avait apparemment pas de chien sur le site et la police a pensé que l'homme utilisait l'enregistrement d'un chien qui aboyait qui était diffusé sur des haut-parleurs pour essayer de couvrir l'enfant qui criait à l'aide. Lorsque l'affaire est passée en justice devant le tribunal, il s'est avéré que la seule raison pour laquelle il a dû enlever la ferraille était que son propriétaire allait l'expulser s'il ne l'enlevait pas. Bon, ça s'est passé quand j'avais 16 ans. Et à cause de ce qui s'est passé, je n'utiliserai plus jamais les réseaux sociaux. La fin de l'année scolaire approchait, ce qui signifiait que nous serions libres tout l'été dans quelques semaines. Cela signifiait également que les enseignants dans la classe avaient du temps libre et qu'ils donnaient rarement des devoirs. Quoi qu'il en soit, j'étais en classe, bavardant avec mes amis, car notre professeur nous laissait du temps libre. Nous parlions de tous les trucs de filles dont parlent les filles au lycée, de ce que nous allions faire durant l'été, de l'université, des jobs, de voitures et même de l'obtention des diplômes. Alors qu'une de mes amies racontait que son patron venait juste de la licencier, j'ai reçu une notification de Facebook sur mon téléphone. Un nom d'utilisateur que je n'avais jamais vu auparavant m'a envoyé une demande d'amitié. Je vais être le plus clair possible. Recevoir des demandes d'amis de la plupart d'utilisateurs inconnus n'est pas une grande surprise pour moi. Ce que je ferais si je connaissais la personne, c'est que j'accepterais sa demande. Là, je ne savais pas qui était cette personne, alors je l'ai refusée. C'est alors que j'ai reçu une autre notification sur mon téléphone de la part de Facebook. Il s'agissait du même nom d'utilisateur et il m'a envoyé un message direct. Il disait quelque chose du genre « Hey, t'es vraiment jolie, voudrais-tu discuter avec moi ?» Je lui ai répondu en lui disant que je ne savais pas qui il était et je me suis excusée. Il ne faut pas oublier que ce type avait l'air d'avoir environ 40 ans et qu'à cette époque, j'avais 18 ans. Donc ça commençait à devenir très flippant. Mes amis ont fini par vouloir voir ce que je faisais et je leur ai montré le chat. 2 de mes amis s'en fichaient carrément et l'autre m'a dit simplement de le bloquer. J'ai pensé que le bloquer ne serait pas la bonne chose à faire à ce moment-là. Alors je m'en suis abstenue. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai reçu une autre notification sur mon téléphone de la part du même type. Il disait que nous allions apprendre à nous connaître et que nous allions commencer une relation romantique. À ce stade, j'étais plus qu'effrayée et je l'ai bloqué et j'ai pensé que c'était fini. Je dirais environ 10 minutes plus tard, j'ai reçu un autre message de Facebook, mais avec un nom d'utilisateur différent. Il a dit « Pourquoi m'as-tu bloqué ? Je veux apprendre à te connaître. » Je lui ai dit de me laisser tranquille et qu'il était bien trop vieux pour moi. Et que s'il ne m'arrêtait pas, j'appellerais la police et le dénoncerais. Il a alors commencé à proférer des injures et à faire des menaces et m'a dit qu'il me trouverait et me tuerait. Je l'ai bloqué tout de suite, une fois de plus, et j'ai appelé les flics. Mais bien sûr, ils n'ont rien pu faire, puisqu'il n'a pas vraiment commis de crime. Je trouve que c'est de la foutaise, mais peu importe. Son compte a également été supprimé, et même si la police l'a retrouvé, je ne me souviens plus de son nom d'utilisateur. Après environ une semaine, j'avais oublié ce qui s'était passé. Je voulais juste obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires et en finir. Et quelques jours plus tard, j'étais seule dans ma chambre sur mon ordinateur quand j'ai entendu mes chiens aboyer pour quelque chose. Je suis allée voir pourquoi ils aboyaient. Et ils aboyaient contre quelque chose à l'extérieur de la baie vitrée coulissante, mais je pouvais rien voir parce qu'il faisait noir dehors. J'ai regardé mieux et j'ai vu quelqu'un dans notre jardin regardant droit vers moi. Il est parti en courant et je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai aucune idée de si cette personne était bien la personne sur Facebook, mais je crois que ce devait être lui. J'ai longtemps cherché une figurine Funko Pop spécifique d'une série limitée de Marvel qui venait juste de sortir. Je l'ai collectivonnée depuis que j'étais avec mon ex-petite amie qui m'a fait découvrir les bandes dessinées et même si nous avons eu une rupture assez désagréable, j'ai voulu compléter ma collection. Et j'ai continué à aimer tout ce qui est Marvel et DC. Bon, après environ 3 ans de recherche de la dernière pop dont j'avais besoin pour ma collection, j'ai vu que quelqu'un qui s'appelait Aaron l'avait mise en vente sur Facebook Marketplace. Après avoir échangé quelques messages, nous avons convenu d'une heure pour se rencontrer, qui s'est avérée être vers 20h le lendemain soir.
Nous avons convenu de nous retrouver au centre commercial parce que Aaron a dit qu'il devait acheter des vêtements et que moi, je devais aller chercher mon jeune frère à son travail au stand de bretzel. Donc ça pouvait coller. Le moment venu, je me suis garée sur le parking du centre commercial, à l'entrée la plus proche de l'immeuble de J.C. Penney, où nous avions convenu de nous rencontrer. Et avant même de trouver une place de parking vide, j'ai reconnu la voiture de mon ex. James adorait sa Miata rouge, et nous avions pris tellement de photos d'elle que je pouvais la reconnaître à coup sûr. J'ai décidé de ne pas m'occuper de lui. Alors, j'ai continué jusqu'au parking du cinéma, et j'ai envoyé un message à Aaron pour lui dire que j'étais là-bas. Cependant, à peu près 2 minutes après avoir envoyé le message, j'ai remarqué qu'Aaron l'avait vu, mais qu'il n'avait pas répondu. Et avant que j'aie pu lui envoyer un autre message pour m'assurer qu'il l'avait bien reçu, j'ai vu James dans mon rétroviseur, marchant vers ma voiture. J'ai été contente que la voiture soit verrouillée parce qu'il a essayé d'ouvrir la porte. Quand il s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas à l'ouvrir, il a commencé à crier par la vitre en me demandant de l'écouter. Je l'ai ignoré et j'ai pris mon téléphone pour envoyer un message à Aaron et à mon frère pour leur dire ce qui se passait. Mais quand il a vu le prénom d'Aaron sur mon téléphone, James a dit quelque chose qui m'a surpris. Il ne viendra pas, tu sais. Je l'ai regardé, confuse, en me demandant pourquoi il disait une chose pareille. C'est alors que j'ai compris qu'en fait, c'était James qui avait créé le compte et l'annonce sur Marketplace, parce que je ne voulais rien savoir de lui. J'ai tout de suite commencé à paniquer et j'ai envoyé des textos à mon frère pour lui dire que j'allais le retrouver sur un autre parking. Il n'était pas question que je sorte de la voiture à ce moment-là. Mais plus j'ignorais James pour envoyer des textos à mon frère, et plus il se mettait en colère. Et puis, il s'est tellement énervé qu'il a commencé à frapper ma vitre pour attirer mon attention. J'ai démarré ma voiture et alors que je mettais la marche arrière, James a frappé, donné des coups de poing et j'ai hurlé quand il a commencé à essayer de briser ma vitre et à me crier de m'arrêter. Il n'arrêtait pas de crier. « Je veux juste parler, je veux juste parler !» Mais je ne l'avais jamais vu aussi en colère. J'ai déboîté aussi vite que j'ai pu, craignant pour ma vie. Et j'ai commencé à rouler autour du centre commercial en me demandant comment je pourrais chercher mon frère en toute sécurité. J'avais peur que James me suive. Finalement, mon frère m'a répondu par SMS et m'a dit qu'il se tenait à l'extérieur de l'entrée sur le côté du centre commercial et que je pouvais passer le prendre. J'ai aimé ce plan car je n'avais pas besoin de me garer. J'ai cherché mon frère et nous sommes rentrés à la maison en voiture. Tout le temps, j'étais paranoïaque, me demandant si James allait me suivre. Heureusement, aucun signe de lui après être rentré à la maison. Mon père a fini par envoyer un message à ses parents pour leur dire que s'ils s'approchaient à nouveau de moi, nous déposerions plainte pour obtenir une ordonnance de protection. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Mais je n'oublierai jamais l'expression de son visage lorsqu'il a essayé de briser ma vitre pour m'atteindre. Je venais juste d'acheter une nouvelle voiture après avoir économisé assez d'argent. Et comme mon allée manquait de place, j'ai décidé de vendre la Hyundai que je conduisais habituellement. J'ai essayé de demander autour de moi si l'un de mes amis ou des membres de ma famille aurait besoin d'une voiture. Mais comme personne ne me proposait de l'acheter, j'ai décidé de la mettre en vente sur Facebook Marketplace. C'était une Sonata 2003 avec 140 000 km au compteur et d'après les autres annonces sur le site, je l'ai mise en vente pour 4 000 $, ou autrement dit, pour la meilleure offre. J'ai été un peu surpris du temps qu'il a fallu avant que quelqu'un ne m'envoie un message pour la voiture. Mais après environ 2 semaines, j'ai enfin eu une bonne offre. J'ai dû baisser le prix de vente à 3 400 $. Mais quand le gars m'a proposé de me payer en espèces, j'ai décidé d'accepter plutôt que d'attendre une meilleure offre. D'après Facebook, le prénom de l'homme était Lucas. Et après en avoir discuté, il m'a demandé si je pouvais le rencontrer dans un garage, dont il était probablement le propriétaire. Il a affirmé ne pas avoir de véhicule en état de marche actuellement et il espérait que je pourrais lui laisser la voiture sans trop de soucis. J'ai vérifié la distance qui séparait le garage de ma maison et j'ai demandé à mon ami s'il pouvait me suivre dans sa voiture et me ramener à la maison après la vente. Mon pote Jérémy m'a dit pas de problème et le moment venu, j'ai roulé jusqu'à la maison de Jérémy pour qu'il puisse me suivre jusqu'au garage. C'était principalement de l'autoroute pendant les 15 premières minutes du trajet jusqu'au garage. Puis nous avons pris les routes secondaires pendant 5 autres minutes avant que le GPS m'indique que j'étais arrivée à destination. J'étais arrivée au garage, mais dans mon champ de vision derrière moi, il n'y avait aucun signe de Jérémy. Je me suis dit que j'avais dû le perdre au feu ou quelque chose de ce genre, mais comme j'avais mis l'adresse dans son téléphone, je me suis dit qu'il serait bientôt là. J'avais prévu d'attendre dans la voiture jusqu'à ce qu'il arrive, mais avant que je puisse envoyer un message à Lucas pour l'informer de ce qui se passait, j'ai vu 3 hommes sortir du garage. J'ai regardé pour voir si l'un d'eux correspondait au profil de Lucas, mais apparemment, il n'était pas là. J'espérais qu'ils marchaient par hasard dans la direction de ma voiture et qu'ils allaient juste passer à côté de moi. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Comme les 3 hommes se rapprochaient de ma voiture, j'ai pu constater qu'ils se dirigeaient droit sur moi. Et j'ai souri et hoché la tête en pensant que peut-être ils voulaient juste savoir qui j'étais et pourquoi j'étais là. Mais avant même que j'ai pu baisser ma vitre, l'homme le plus proche de moi a sorti un pistolet de sa ceinture et l'a pointé dans ma direction. Mes mains ont instinctivement quitté le volant et se sont levées en l'air alors que j'espérais et priais pour qu'il n'appuie pas sur la gâchette. Ces 2 amis se sont approchés de ma porte et l'ont ouverte sans difficulté, car je n'ai pas eu la chance de la verrouiller et avant de m'en rendre compte, j'étais déjà à terre. J'ai essayé de ne pas faire de mouvements brusques pendant que les hommes montaient dans ma voiture et dans la seconde qui a suivi, ils se sont éloignés. Tout s'est passé en moins d'1 minute et j'étais en état de choc absolu. D'un côté, j'étais content d'être en vie, mais de l'autre côté, j'étais encore très troublée de ce qui venait de m'arriver. Je me suis levée et j'ai regardé la route pour voir si Jérémy m'avait retrouvée. Mais il n'y avait aucun signe de sa voiture. J'ai marché jusqu'au garage et j'ai regardé à l'intérieur. Et c'est là que j'ai réalisé que je m'étais fait avoir depuis le début. À travers une fenêtre, j'ai pu voir que le garage avait l'air abandonné depuis Dieu sait quand. Et avant même de le vérifier sur mon téléphone, j'ai su que Lucas avait utilisé un faux profil. J'ai ouvert Facebook et j'ai essayé de trouver son profil, juste pour constater que son compte avait été supprimé, alors qu'il était actif juste avant que j'arrive au garage. J'ai appelé la police en attendant l'arrivée de Jérémy et j'ai signalé le vol de la voiture. Jérémy a fini par arriver et nous sommes partis aussi vite qu'on a pu. De temps en temps, je me demande ce qu'il est advenu de cette voiture, mais d'après ce que je sais, la police ne l'a jamais retrouvée. Tout ce que je sais, c'est que je n'utiliserai plus jamais Facebook pour vendre quelque chose comme ça à nouveau. Je m'appelle Jamie. Il y a quelques années, plusieurs choses étranges se sont passées. Tout a commencé avec Facebook. Un jour, je me suis connectée à mon compte et j'ai trouvé un nouveau message de quelqu'un. J'utilisais Facebook assez régulièrement à l'époque et je l'avais depuis des années. Durant tout le temps où j'avais Facebook, j'ai reçu des centaines de demandes d'amis. Je ne connaissais certainement pas beaucoup de personnes dans ma liste d'amis. Je devais recevoir environ 5 à 10 demandes d'amis par semaine en moyenne et la plupart du temps, je les acceptais tout simplement. Le message que j'avais reçu semblait être un spam. Il contenait plusieurs liens et ces liens étaient vraiment longs. Il n'y avait pas de texte pour accompagner les liens et je ne les ai pas ouverts. Le message a été envoyé par un type sans photo de profil. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un compte de spam, dont j'avais dû accidentellement accepter une demande d'amis de sa part par le passé. J'ai supprimé la conversation et j'ai retiré le type de ma liste d'amis, mais le lendemain, j'ai reçu un message similaire. Il venait d'un autre utilisateur. Cette fois, l'utilisateur avait une photo de profil, mais elle était générique. Je pense que c'était le logo d'une équipe sportive. Celui-là a également envoyé des liens hasardeux. Maintenant, je soupçonnais une sorte de piratage de Facebook dès que des messages de spam étaient envoyés. Je les ai supprimés et j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Le lendemain, j'ai reçu des messages de spam provenant de plusieurs comptes. Je me demandais ce qui se passait. Le jour suivant, les choses sont devenues encore plus étranges et ont pris une tournure effrayante. J'ai vu que j'avais reçu une demande d'amis. Et quand j'ai regardé, le nom d'utilisateur était Jamie Smith Suk. Jamie Smith est en fait mon vrai nom. Et j'ai reçu une demande d'amitié de quelqu'un dont le nom d'utilisateur était Jamie Smith est un idiot. J'ai cliqué sur ces profils et ils avaient l'air d'avoir été créés par quelqu'un juste pour m'embêter. Je ne savais pas qui ni pourquoi. J'ai naturellement décliné ces ridicules demandes d'amis et j'ai décidé de ne pas retourner sur Facebook pendant quelques jours. J'ai supprimé l'application de mon téléphone et je ne suis pas allée sur mon ordinateur portable non plus. Mais je n'ai pas pu échapper à ces choses étranges. 1 ou 2 jours plus tard, tout s'est bien passé. Mais ensuite, une nuit, vers minuit, on a frappé à ma porte d'entrée. Je vivais seule dans un appartement et je suis allée à ma porte en me demandant qui cela pouvait bien être à une heure aussi tardive. Il n'y avait personne quand j'ai ouvert. Le lendemain, cela s'est reproduit. On a frappé à ma porte, mais il n'y avait personne quand j'ai regardé dehors. Le jour suivant, lorsque j'ai quitté mon domicile, il y avait une photo par terre juste devant ma porte. C'était ma photo de profil de Facebook et on aurait dit que quelqu'un l'avait imprimée sur un morceau de papier. Cela commençait vraiment à m'inquiéter, mais je n'avais aucune idée de ce que j'aurais pu faire. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était le lendemain. Il était 11h du soir et j'étais chez moi dans mon appartement. On a encore frappé à ma porte d'entrée. Tout de suite après, j'ai entendu que l'on tournait la poignée de porte. Heureusement, la porte était verrouillée. Je suis allée regarder dehors et il n'y avait à nouveau personne. J'ai ouvert la porte et sur le sol, il y avait au moins 100 morceaux de papier avec ma photo de profil imprimée dessus. Ils étaient tous empilés. Je les ai tous ramassés et je suis allée à la police le lendemain. Je leur ai tout raconté et j'ai fait un signalement. C'est tout ce que je pouvais faire. Mais étonnamment, après que je sois allée à la police, tout s'est arrêté. On ne frappait plus à ma porte. Il n'y avait plus rien laissé à l'extérieur et plus de messages Facebook bizarres ou de demandes d'amis. Je ne sais toujours pas qui m'a fait ça.
Ça s'est passé il y a plusieurs années, en 2013. J'utilisais Facebook assez souvent à l'époque, mais je ne l'utilise plus tous les jours aujourd'hui. J'utilisais l'application Facebook sur mon téléphone et j'avais aussi Messenger. Je discutais avec beaucoup de mes amis de cette façon. Et quand ça s'est passé, j'avais environ 19 ans. J'avais sans doute plus de 500 amis sur Facebook, ce qui est beaucoup, mais j'ai vu des comptes avec des milliers d'amis. En tout cas, j'ai reçu une demande d'amis de la part d'une fille qui s'appelait Véronica. J'ai vu que nous avions environ 5 amis en commun et d'après sa photo, elle avait l'air sympa. J'ai regardé son profil, mais il n'y avait pas grand-chose. Juste son âge, 19 ans également, et 2 photos. Et j'ai vu qu'elle avait près de 200 amis. Après avoir parcouru sa page, je ne savais en fait pas plus qui elle était vraiment. Mais j'ai accepté la demande d'amis. Nos amis en commun étaient allés avec moi au lycée, mais je ne les connaissais pas plus que d'autres avec qui je ne suis pas allée au lycée, mais qui vivaient dans le même quartier que moi. Peu de temps après avoir accepté sa demande, elle m'a envoyé un message. Je suis allée sur Messenger et j'ai commencé à discuter avec elle. Elle était vraiment sympa et on a bien accroché. On a parlé pendant une semaine avant de décider de nous rencontrer. Je savais qu'elle habitait le quartier, mais je ne savais pas où exactement. Véronica a suggéré de nous rencontrer au supermarché du coin, qui était un centre commercial très populaire à environ 10 minutes de ma maison. Nous avons décidé de nous rencontrer ce samedi à 11h. Entre-temps, nous avons continué de nous parler comme d'habitude. Quand le samedi est arrivé, j'ai roulé jusqu'au centre commercial et je suis entrée dans le centre commercial. Il y avait beaucoup de monde car c'était le week-end. J'avais prévenu Véronica de mon départ et je pensais qu'elle serait arrivée en même temps que moi. Quand je suis arrivée à l'intérieur, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais là. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a cessé de me répondre. D'abord, elle m'a dit qu'elle était dans un magasin et qu'elle me cherchait. Mais après, je lui ai dit que j'étais là, mais elle n'est pas venue. J'étais dans l'aire de restauration à peu près depuis 10 minutes et je n'ai vu aucun signe d'elle. Je l'ai contactée à nouveau, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai quand même remarqué qu'elle avait vu mon message, mais elle n'est pas apparue pendant 5 autres minutes. J'ai donc décidé de parcourir le magasin. Je me suis dit que le réseau de son téléphone était peut-être mauvais ou quelque chose de genre, ou qu'elle avait mis son téléphone dans sa poche alors que notre conversation était encore ouverte. Je me disais tout ça, mais j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Le centre commercial était assez grand, pas comme le Mall of America ou d'autres du même genre, mais il était d'une taille conséquente et il avait 2 niveaux. Et il y avait aussi beaucoup de monde, donc ce serait difficile, mais pas impossible de retrouver quelqu'un. À un moment donné, lorsque j'ai regardé autour de moi, j'ai remarqué un gars qui semblait m'observer de loin. Quand je me suis promenée dans le centre commercial, j'ai revu le type marchant derrière moi. J'ai tourné en rond environ 20 minutes. Je voulais vraiment rencontrer Véronica, mais plus je marchais, plus je me demandais si elle était vraiment ici. Puis finalement, j'ai senti mon téléphone vibrer. J'ai regardé, Véronica m'avait envoyé un message. Elle disait « Viens à l'entrée près de l'aire de restauration ». C'était la première zone où j'étais allée. Et je lui avais dit que j'y étais, mais je suis retournée là-bas. Ce qui m'a pris 2 ou 3 minutes. Lorsque je suis arrivée, j'ai regardé autour de moi. Il y avait encore beaucoup de monde, mais je n'ai pas vu Véronica. J'étais à bonne distance des portes d'entrée et j'ai commencé à m'en approcher. Et c'est alors que j'ai remarqué que le même gars que j'avais déjà vu plusieurs fois était encore là, juste à côté de l'entrée et regardait autour de lui. Et quand nos regards se sont croisés un bref instant, il est passé derrière l'une des portes. J'ai commencé à me méfier et j'ai décidé de partir. Mais j'ai décidé de sortir par une autre porte que celle de l'entrée. J'ai marché dans la direction opposée. J'ai alors remarqué que l'homme s'était mis à me suivre dans l'aire de restauration. J'ai accéléré le pas et j'ai tourné au coin vers un autre hall. Je marchais vite pour me rendre vers la sortie. Je n'ai pas vu l'homme derrière moi lorsque je suis arrivée. Une fois à l'extérieur, j'ai fait le tour du centre commercial jusqu'au parking où je m'étais garée. Puis je suis rentrée chez moi. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai regardé et j'ai vu que j'avais un message de Véronica. Le message disait « Pourquoi tu n'es pas venue à l'entrée de l'aire de restauration comme je te l'avais demandé? Pourquoi tu es partie ?» À ce moment-là, j'ai su que Véronica n'existait probablement pas et que c'était le type que j'avais vu qui gérait le compte. Je lui ai demandé de m'envoyer une photo d'elle tout de suite. Là, elle m'a bloquée, ce qui a confirmé mes soupçons. J'étais déçue, bien sûr, mais j'étais aussi soulagée de n'être pas devenue une victime d'autre chose que de m'être fait berner. À partir de ce moment-là, j'ai été beaucoup plus prudent quand je parlais en ligne avec quelqu'un. Il y a quelque temps, j'ai vu une annonce sur Facebook Marketplace d'une femme qui affirmait donner gratuitement des gerbilles, apparemment à un couple mâle-femelle qu'elle possédait. Elle avait une énorme portée de petites gerbilles et ils étaient beaucoup trop nombreux pour qu'elle puisse s'en occuper. Elle voulait les donner à des foyers aimants. L'annonce n'incluait pas le sinistre petit fait que la mère gerbille mangerait probablement ses bébés si elle pensait ne pas pouvoir s'en occuper. Mais je me suis dit que j'allais prendre contact avec elle. La femme s'est avérée être une veuve qui avait surtout acheté des gerbilles pour lui tenir compagnie. J'ai trouvé assez original qu'elle n'ait pas plutôt pris un chat ou un chien si la solution était le problème. Mais bon, après, chacun ses goûts. Je ne suis pas du genre à juger.
Et elle avait l'air si gentille quand je l'ai appelée pour convenir d'une date et d'une heure pour chercher 2 des gerbilles. Pas besoin de dire que je ne m'attendais pas à ce qu'elle vive dans de telles conditions, parce que quand nous sommes allés chez elle, moi et mon père, avec la petite cage remplie de paille pour amener les gerbilles à la maison, l'échange a pris une plus mauvaise tournure. Alors nous avons toqué à la porte de la dame aux gerbilles. Il n'y a d'abord pas eu de réponse, puis quand elle a enfin ouvert la porte, nous avons vu qu'elle était dans un piteux état. Un de ses yeux était gonflé et injecté de sang avec une substance visqueuse jaune vraiment dégoûtante dans le coin de l'œil. Mais nous sommes restés polis et avons fait semblant de ne rien voir. La dernière chose que papa et moi voulions faire était de l'offenser ou de troubler la dame en faisant remarquer ce qui était à l'évidence un problème médical. Mais quand elle nous a invités à rentrer chez elle, nous avons compris pourquoi elle était malade. D'abord, sa petite maison empestait la pire puanteur qu'il ait jamais effleuré mes narines. Et il y avait des gerbilles partout. Et quand je dis partout, c'est bien partout. Et tout comme leur propriétaire, ils n'étaient pas en bonne forme. Rien que les gerbilles qui grimpaient partout dans la cuisine, j'ai pu voir que beaucoup n'avaient plus de fourrure et avaient des plaques ou avaient des excroissances douloureuses autour de leurs pattes ou sur leur dos. Puis, quand elle nous a invités dans le salon avec la télé pour boire une tasse de thé, nous avons vu que c'était encore pire là-dedans. Nous avons dû inventer une excuse pour expliquer que nous ne pouvions pas rester longtemps, après que mon père et moi nous sommes lancés un regard télépathique qui voulait dire un énorme non. Et avec la quantité de crottes de gerbille qui encrassaient chaque petit recoin et chaque plainte, il n'était pas étonnant qu'elle ait eu une sorte d'infection. Et lorsque j'ai aperçu un petit squelette de rongeur derrière l'un de ses rideaux, je suis rentrée en mode improvisation pour nous sortir de là. J'ai demandé à mon père de me rappeler le nom d'une pièce importante de l'habitat des gerbilles que nous n'avions pas encore acheté au magasin, en lui faisant un clin d'œil qu'il m'a rendu en disant « Ah, nous ne pouvons sans doute pas ramener les gerbilles à la maison sans insérer le nom du truc en question. Nous allons vous rappeler dans quelques jours. » Je me souviens que nous étions tous les deux assis dans la voiture, choqués de ce que nous venions de voir. Que quelqu'un puisse vivre comme ça, c'était déprimant et me terrifiait. Elle n'avait manifestement personne pour venir regarder si elle allait bien, et tous ceux qui pensaient que c'était normal de tenir une maison comme celle-là devaient avoir perdu la boule. C'était nul d'avoir à prendre une décision comme celle que nous avons prise. Je me suis sentie comme un lâche, mais nous devions appeler la Société protectrice des animaux pour son bien avant tout. Le représentant de la SPA a répondu disant qu'ils allaient faire une enquête et qu'ils nous tiendraient au courant de ce que ça allait donner. Et ils nous ont recontactés en nous remerciant pour l'information. Non seulement la dame aux gerbilles était maintenant prise en charge et aidée par une association caritative locale pour son grand âge, mais sa maison était nettement plus propre et plus sûre après qu'ils avaient sorti près d'une centaine de gerbilles de sa propriété. Ils ont dit que la situation était si mauvaise que c'était la seule façon d'empêcher l'infestation de se propager et de contaminer les chats du voisinage. Je me souviens avoir vu un groupe d'animaux errants dehors, mais j'ai pensé que c'était parce qu'elle aimait les animaux qu'elle les nourrissait et les soignait régulièrement. Il s'est avéré qu'elle leur donnait des friandises, mais pas comme elle l'aurait souhaité. Le plus effrayant dans tout ça, c'est que de l'extérieur de sa maison, on n'aurait jamais deviné la vision d'horreur qui vous attendait à l'intérieur. Et tout cela me fait juste penser que nous ne savons jamais ce qui se passe vraiment derrière les portes closes, même celles des plus proches d'entre nous. Derrière la façade de la normalité, nous n'avons aucune idée de ce que nos amis et nos voisins sont en train de faire ou des conditions cauchemardesques dans lesquelles ils vivent.